Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je précise, je vais vous parler de ce mot très compliqué en fait qui est appropriation. Et il vient d'être dit que je l'utilisais fréquemment, mais à l'occasion de cette biennale, eh bien, j'ai rectifié un peu mon point de vue parce que j'ai fait une étude un peu plus approfondie que je vais vous présenter maintenant. Et comme ça risque d'être un peu long, j'ai pris mon réveil pour être sûr de ne pas dépasser les 30 minutes afin qu'il y ait de la discussion juste après. Alors, chacun et chacune d'entre vous utilise ce terme parce qu'on est toujours en train de dire il faut s'approprier ceci ou il faut être approprié à cela. Donc là, il y a bien deux sens, c'est déjà un peu différent. Et avant d'entrer dans le vif du sujet qui est la commande, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à dire en tant que philosophe sur l'appropriation pour l'architecture, la ville et le paysage, parce que dorénavant les trois, ça a été dit ce matin, vont tout à fait ensemble, je vais faire un petit détour étymologique. Alors, le mot appropriation en français est emprunté au latin appropriatio, qui signifie assimilation en latin. Et ce terme appropriatio est lui-même dérivé du supin, appropriare, qui dans le vocabulaire médical de l'époque signifie assimilation également, ou bien plus simplement intégrer ou absorber les bons aliments. Alors vous voyez que ce terme est déjà très marqué par son appartenance à un vocabulaire spécifique et du coup il ne prend pas vraiment dans la langue populaire. Et il va réapparaître en français au moment du XVIIIe siècle dans le langage des chimistes comme équivalent de catalyse. Mais en même temps, pour le grand public, pour l'ensemble de la population, eh bien s'approprier signifie s'attribuer. Alors, c'est très important parce que du coup, on voit bien qu'il y a déjà deux sens. Il y a approprier et il y a s'approprier. Alors, je rentre maintenant dans l'exposé un peu technique. Je vous demande excuse. Je vais essayer de l'abréger en vous parlant. L'adjectif et nom commun propre, qu'on trouve dans le mot appropriation, bien sûr, vient du latin proprius, qui signifie qui n'appartient qu'à soi, que l'on ne partage pas avec d'autres. C'est donc ce qui caractérise quelque chose ou quelqu'un qui est spécialement approprié à. Alors, pour bien comprendre ça, je vais citer un auteur qui va beaucoup réfléchir sur cette notion, Plutarque. Il écrit « L'appropriation est la sensation et la saisie de ce qui est propre à soi-même. » Il précise que l'appropriation est le nom donné à la tendance innée par laquelle l'animal discrimine entre ce qui est propre, donc ce qui revient à lui, à sa propre constitution, et à sa préservation, et à ce qui est étranger, c'est-à-dire quelque chose qui est sous-entendu comme étant hostile. L'appropriation est donc la traduction d'un terme grec qui signifie attachement et qui dérive de oikos, que vous connaissez tous évidemment, ce qui signifie la demeure, qui signifie le domaine, et qu'on retrouve dans écologie comme dans économie. C'est-à-dire qu'il y a une parenté entre le mot propre et le mot appropriation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je l'ai écrit, donc je le donnerai, je ne sais pas si ce sera distribué par la suite, mais avec des tas de références techniques, linguistiques. Non, je vais simplement terminer cette première présentation par une citation de Diogène Laërce, qui est explicite. « Ceux dont je partage les vues soutiennent que dès qu'un être vivant est né, car c'est de là qu'il faut partir, il est approprié à lui-même et conduit à se conserver lui-même, à aimer sa propre constitution et les choses qui conservent cette constitution, à être étranger à sa mort et aux choses qui mènent à la mort. » Donc on voit bien que pour lui, tout être vivant est approprié aux conditions naturelles de son apparition et de sa conservation. S'approprier revient à se posséder soi-même, sachant que je suis approprié au contexte géo-historico-environnemental dans lequel j'évolue. Il faudrait en dire davantage sur la dépossession de soi, comme lors de transes ou d'autres rituels qui nous placent dans un état second. Il faudrait également réfléchir davantage sur toute situation de subordination, que ce soit l'esclavage, que ce soit les systèmes castiques, ou bien alors le patriarcat qui subordonne les femmes depuis les temps les plus reculés jusqu'à aujourd'hui, bien évidemment. À ce propos, c'est juste une petite parenthèse, nous devrions nous interroger sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage qui résultent du seul point de vue masculin et voir en quoi et comment ces trois savoir-faire sont transformés ou non
par la présence et l'intervention écoféministe et non pas seulement par le fait qu'il y a des femmes dans un atelier ou une équipe de praticiens. Je laisse ça de côté parce que dans mes travaux sur l'urbanisme, j'essaie de démontrer en quoi l'urbanisme est le moment occidental et masculin de la fabrication de la ville. C'est pour ça que dorénavant, je considère ce terme comme étant toxique. Et je suggérais à l'université d'été des urbanistes à Toulon en août dernier qu'ils abandonnent la qualité d'urbanisme sur leur carte de visite et qu'ils optent pour celle de ménagement de ménageurs, pas ménageurs, ménageurs des possibles. Bon, ils m'ont dit pas tout de suite, bon, mais voilà, mais ils vont y réfléchir, c'est donc une bonne chose. Pour nous, ici et maintenant, l'appropriation possède plusieurs dimensions, d'où sa richesse polysémique. Ainsi, par exemple, d'un point de vue juridique, s'approprier quelque chose revient à la posséder, à en être propriétaire. On se souvient de Jean-Jacques Rousseau qui, en 1755, dans son discours sur l'origine et les fondements d'inégalité parmi les hommes, écrit « Le premier qui, ayant enclos un terrain et s'avisa de dire « Ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misère et d'horreur n'ont point épargné par le genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « Gardez-vous d'écouter cet imposteur, vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous et que la terre n'est à personne. » Propriété vient du latin proprietas, qui dérive de proprius. Vous voyez, je reviens tout de suite à cette importance étymologique parce que tous ces termes voisinent entre eux, s'apparentent. Et donc, ce proprius, c'est donc le caractère propre de quelque chose, puis ce qui est possédé, dont on a la possession. De fait, dans le vocabulaire du droit romain, là je résume évidemment, du moins pendant la période classique, dominium et proprietas sont deux termes corrélatifs. Ils expriment chacun l'appropriation, le premier sous l'angle, pour ainsi dire, actif, personnel et subjectif, celui du propriétaire, dans le second angle, passif, réel et objectif, celui de la chose. Formé à partir de dominus, maître lui-même tiré de domus, la maison, dominium équivaut à la maîtrise juridique de la personne sur les choses, à la puissance du citoyen sur ses biens. Proprietas, conformément à sa racine proprius propre, désigne la qualité qu'a une chose d'appartenir privativement à une personne et par métonymie, la chose elle-même, corporelle ou incorporelle, soumise au dominium. La possession conduit donc à la propriété, mais se satisfait d'une appropriation sans titre de propriété, ce qu'on appelle la jouissance d'un bien. On retrouve ici la fameuse trinité du droit naturel, usus, fructus et abusus. C'est là où l'on voit qu'on peut absolument posséder ou avoir la possibilité de récupérer les fruits et les usages d'un domaine sans en être pour autant celui qui va en abuser, c'est-à-dire le vendre ou bien alors le saccager. La conception de la propriété va évoluer très vite. Là, je passe au pas de course, évidemment, sur plusieurs siècles, pour arriver à John Locke, qui influença toute la pensée du libéralisme d'abord, et de l'individualisme, ensuite du néolibéralisme, avec l'idée que c'est l'apport du travail humain qui transforme et valorise une terre au point où il est normal, et Locke dira naturel, de se l'approprier, c'est-à-dire de récolter les fruits. C'est donc le travail qui donne sens à la possession qui, sans cet ajout, n'a pas de valeur. L'appropriation est alors légitime car elle récompense l'activité humaine. On ne mesure pas la dégradation du sol qui en découle, pas plus que l'amenuisement de la biodiversité, du moins à cette époque-là, bien sûr. Cette vision productiviste demeure hégémonique et s'enracine dans la célèbre formule de Descartes, 6e partie du discours de la méthode, publiée en 1637, que je vous lis. « J'ai compris qu'il est possible de parvenir à des connaissances qui soient utiles à la vie, de sorte que connaissant la force et les actions du feu, de l'eau, de l'air, nous les pourrions employer à tous les usages auxquels ils sont propres et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Ce qui n'est pas seulement à désirer pour l'invention d'une infinité d'artifices qui ferait qu'on jouirait sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, mais principalement aussi pour la conservation de la santé,
laquelle est sans doute le premier bien et le fondement de tous les autres biens de cette vie. Descartes ne peut imaginer à quel point la santé des humains est corrélée à la santé de la Terre, comme le démontrera Aldo Léopold au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans son remarquable livre « Almanach d'un comté des sables », ou comme la zoonose actuelle nous le démontre. Peut-on alors s'approprier ce qu'on ne possède pas? Alors là, je cite un auteur qui imagine cette chose-là, il s'appelle Jérémy Rifkin, vous avez peut-être lu ce livre « L'âge de l'accès », publié en 2000, où il explique qu'avec la généralisation, l'extension des réseaux, eh bien, on n'a plus besoin d'être propriétaire de quelque chose, on doit en être le locataire. Pas la peine d'acheter un tableau de maître, pas la peine d'acheter un appartement, pas la peine d'acheter une automobile ou de la vaisselle, on les loue quand on en a besoin. Et donc, à partir de ce moment-là, on est d'une certaine façon libéré d'un patrimoine qui est l'accumulation de nos biens d'une manière figée pour pouvoir, au contraire, en disposer quand on en a envie. Alors, cet ouvrage a eu une presse inouïe à l'époque, c'était traduit en plusieurs langues, et tout le monde avait dit « il a raison, nous sortons de l'âge de la propriété privée ». Force est de constater qu'il a dit faux, enfin qu'il s'est trompé. Donc on est resté encore aujourd'hui dans une société où l'on consomme, et en consommant, on devient maître et possesseur. Je reprends l'appellation, évidemment, la situation de Descartes. Alors, peut-on partager, par exemple, j'étais à un débat récemment avec un jeune gars qui a créé une start-up où il mutualise les maisons de campagne, parce qu'il explique que le propriétaire s'y rend 36 jours par an, et donc, du coup, la même maison de campagne pourrait être partagée à tour de rôle par plusieurs copropriétaires. Et là, du coup, je réfléchissais à haute voix en l'écoutant, en disant, mais est-ce qu'on peut s'approprier cette maison de campagne dans laquelle on ne laissera pas ses propres souvenirs, on ne laissera pas ses propres empreintes, on ne laissera pas sa propre passion du jardin, par exemple, etc. Et qu'on viendrait finalement dans un habitat un peu aseptisé, un peu indifférencié, comme ça, d'une époque à une autre. Non, je ne le pense pas. Et donc, tous les récits que j'ai pu lire de gens qui parlaient de leur maison de campagne voient à quel point ils y sont attachés. Parce que précisément, vraisemblablement, ils se la sont appropriés en marquant leur présence dans cette maison. Donc, à côté de cette acception juridique de l'appropriation, qui s'inscrit dans le sillage du couple propriété-possession, je devrais mentionner maintenant les significations sociologiques, techniques, anthropologiques, culturelles que des auteurs comme Henri Raymond et Nicolas Aumont ont magnifié dans leur enquête sur les pavillonnaires en 1966. Vous connaissez, j'imagine, tous ce travail-là, où ils expliquaient que pour s'approprier un pavillon de banlieue, eh bien, il faut d'abord s'assurer qu'il est bien clôturé. Donc il y avait une importance inouïe à choisir la clôture, le portail, etc., pour bien montrer qu'on le délimitait et que là, on était chez soi. Bon. Et puis à l'intérieur, eh bien, on allait choisir sa peinture, on allait choisir quel revêtement du sol, etc., etc. Donc cette enquête a eu une grande importance pour montrer que finalement le propriétaire, même pauvre, va s'approprier, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure, va s'approprier un bâtiment en le faisant sien. Vous allez voir que ce n'est pas du tout la position de la philosophie. Un autre sociologue majeur s'appelle Robert Sommer, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui invente aux États-Unis la notion d'espace personnel, et ensuite il va examiner, à partir de cette notion d'espace personnel, ce qu'il appelle l'architecture coercitive. Il va étudier les prisons, les zoos et les aéroports, 3 endroits où on n'est pas libre de ses propres mouvements. Alors, c'est absolument passionnant, hein, Robert Sommer. Il est malheureusement traduit, je crois qu'il n'y a qu'un seul livre de lui qui est traduit. Une autre personne remarquable qui a été mentionnée tout à l'heure, c'est Edward Hall. Je crois qu'il faut lire et relire sans cesse La dimension cachée, parce que l'inventeur de la notion de proxémie nous parle encore aujourd'hui. Et pour la petite histoire, c'est Françoise Choët qui me l'avait raconté, c'est elle qui a amené ce livre aux éditions du Seuil, qui ont hésité à le publier. Je trouvais ça curieux, passionnant, etc. Et ils ne l'ont pas publié dans la collection de Françoise Choët, qui s'appelle Espacement, mais ils l'ont publié hors collection, n'y croyant pas. Et c'est devenu maintenant un livre de poche qui se vend le plus au Seuil. Vous voyez, donc comme quoi, cette idée, le titre est splendide, hein, c'est la traduction exacte, hein, la dimension cachée. Donc il y a bien, dans notre processus à nous d'appropriation, de désappropriation, de réappropriation, cette dimension qu'on ne perçoit pas tout de suite. Parce que précisément, pour pouvoir la découvrir, il faut peut-être
qu'on soit dans une posture, finalement, de grande attention, de grande disponibilité. Et je crois que l'être humain, qui est situationnel, relationnel et sensoriel, doit cultiver cette capacité à toujours être dans la disposition. C'est pas simple, hein, du tout. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Un autre auteur majeur, qui est une paysagiste, alors elle beaucoup plus connue, qui est Claire Cooper Marcuse. Vous voyez peut-être qui c'est elle qui a fait ce livre magnifique qui s'appelle La maison miroir de soi. Elle relit Jung, elle retrouve les archétypes et puis les fondamentaux qu'elle pense universels, et elle dit voilà, la maison eh bien, nous raconte beaucoup plus de choses sur nous que nous pouvons en dire. Bon, donc c'est un texte important, et en même temps, c'est la première paysagiste qui, dans les années 50, considère que le jardin, la forêt, participent à la guérison. Et donc, elle se bagarre beaucoup dans les hôpitaux américains pour qu'on puisse introduire cette végétalisation, en disant qu'il n'y a pas de thérapie sans la présence du vivant. Au même moment, vous vous en souvenez pas peut-être, les hôpitaux français interdisaient qu'on offre des fleurs aux patients. Hein. On les interdisait. Alors maintenant, ça change un petit peu. On s'aperçoit que ça fait du bien aussi d'être à côté de quelque chose qui, bien que apparemment encerclé dans un vase, eh bien, vivait. Et que cette observation de ce vivant eh bien, avait des effets bénéfiques sur celui qui était en train ou celle qui était en train de se rétablir. Alors, il y a également Harold Prochonsky, bon, qui est peu connu malheureusement, mais qui était un des auteurs américains les plus importants sur la notion d'appropriation. Et puis en France, des gens comme Gustave Nicolas Fischer, Elisabeth Romer, Abraham Moll et puis Perla Serfati Garzon, que vous connaissez peut-être. C'est intéressant à noter, ce sont des auteurs qui avaient créé et alimenté ce qu'on appelait la psychologie de l'espace, discipline qui a totalement disparu des radars. Donc vous voyez, c'est très important. Il y a eu à un moment donné des auteurs qui produisaient des analyses très fines, je pense à celle d'Elisabeth Romer et de son mari Abraham Moll, sur l'arrêt du bus, sur les itinéraires du quotidien, sur l'importance de la cuisine par rapport à la salle à manger, etc., etc. Toutes ces études-là, minutieuses, qui sont datées, parce qu'évidemment les mœurs changent, les modes de vie évoluent, mais qui nous renseignaient déjà sur la manière dont chacun essayait de rendre habitable son habitation. Donc c'est quelque chose qui n'existe plus. Hein. J'ai regardé, voilà une discipline, enfin une indiscipline qui a disparu et qui demande qu'une chose, j'imagine, c'est être à nouveau réhabilité. Donc il nous expliquait à peu ou prou, tous ces auteurs, j'aurais pu en mentionner d'autres, nous expliquent que l'appropriation est simplement la possibilité de faire sien un espace, en le clôturant, en le décorant, comme je viens de le dire, en l'agençant, que ce soit un bureau, un atelier, un appartement, une maison, une chambre d'hôtel ou d'étudiant. Alors la chambre d'hôtel, ça m'a amusé parce que je me suis aperçu que je ne pouvais pas m'approprier la chambre de l'hôtel Océania où j'étais hier soir, peut-être parce que c'est un espace trop impersonnel, trop standardisé. Bon voilà, donc on est toujours confronté à cette question de l'appropriation d'un lieu. Il y a de nombreux travaux sur l'open space. Par exemple, j'ai une de mes étudiantes qui a travaillé là-dessus. Et on justifiait l'open space en disant que ça stimulait beaucoup plus tous les employés parce qu'ils étaient sous le regard des autres. Vous voyez, il y a une dimension un peu Big Brother dans l'affaire. Mais ce qu'elle avait observé, elle, sur plusieurs tours bureaux, c'est qu'en fait, chacun essayait de délimiter son petit territoire à l'intérieur de l'open space, ne serait-ce que par un coussin qu'il avait fabriqué sur son fauteuil, ou par des cartes postales qu'il punaisait sur les montants de leur étagère. Donc il y a bien quelque chose qui, dans un espace ouvert à tous, exige finalement de le refermer des espaces qui sont poreux, évidemment, aux autres, mais qui marqueraient votre propre personnalité. De la même manière, c'était dit tout à l'heure, le télétravail qui est né depuis longtemps, mais enfin qui s'est développé avec la Covid, a certainement interrogé les télétravailleurs sur leur appropriation ou non d'un coin de l'appartement. Et dans certains cas où ce n'était pas possible de télétravailler chez soi, eh bien, il y avait cette espèce de revendication pour qu'il y ait, pas loin de chez soi, un espace de coworking. Le mot coworking est né à San Francisco en 2005 et n'est pas du tout synonyme de tiers-lieu.
qui est un terme inventé par Ray Oldenburg en 1989. Enfin, je ne reviens pas là-dessus, mais le tiers-lieu, le mot tiers-lieu en français n'a strictement rien à voir avec le mot tiers-lieu selon son inventeur, le sociologue américain. Il faut toujours regarder comment les mots circulent, voyagent et changent de sens. Pour lui, c'est très simple. Non, c'est un autre sujet. Je reviendrai éventuellement dans les questions. Je vais m'arrêter quelques instants sur Paul-Henri Chambardolo, qui est anthropologue de l'urbain, qui participe, alors tenez-vous bien, au Congrès international de psychologie architecturale. Il n'y en a eu que 3 ou 4. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Peut-être que ce serait bien que les maisons de l'architecture renouent avec ça et fassent un grand congrès international, je reprends le terme, de psychologie architecturale, qui a eu lieu à Strasbourg en 1976. Il y avait beaucoup de beau monde. Il y avait Harold Alansky qui y était, Prochansky. Il y avait aussi Pierre Sansot, que vous connaissez peut-être de nom. Et la communication de Pierre-Henri Chambardolo s'intitulait « Appropriation de l'espace et changement social ». Il explique en quoi l'appropriation est un processus grandement déterminé par la classe sociale, l'ethnie, la situation économique, le sexe, l'âge du sujet, mais aussi, et ça c'est le plus important, ses pratiques quotidiennes, sa perception et ses représentations de l'espace en question. C'est dire si personne ne s'approprie pareillement un logement. Selon lui, pour un ouvrier, l'espace logement s'inscrit dans le quartier, nécessairement. Il note, dans les quartiers ouvriers anciens, les escaliers, les paliers, les couloirs, les trottoirs, les boutiques, les bistrots font partie de l'espace familier. Chaque objet y est marqué par une trace affective, un attrait ou même un rejet, et souvent un symbole. Il observe également que l'espace logement, l'espace quartier, l'espace du travail ne font qu'un dans sa tête. L'espace travail étant le plus difficile à s'approprier parce qu'il appartient soit à un patron ou pire à une multinationale sans visage et que l'ouvrier est changé de poste selon le bien vouloir du chef. Donc il n'a pas le temps de faire sien son lieu de travail. Tandis que l'artisan et son atelier vivent comme un couple. Ils sont intimement unis. Il remarque aussi, dans une autre enquête, que lorsqu'on déplace une famille, par exemple d'une courée du 13e arrondissement, rue du Moulin de la Pointe, pour ceux qui connaissent Paris, à l'époque, ça donnait un film du reste remarquable, réalisé par la télévision française de l'époque, sous la direction de Paul-Henri Chambardolo. On fait déménager une famille qui habite dans un immeuble assez inconfortable, l'eau est dans la cour, vous voyez, comme les toilettes, et on les loge dans les premiers HLM construits à la Courneuve. Eh bien, ces populations qu'il va suivre sont absolument perdues. Ils n'ont plus du tout leur repère. Et donc, du coup, ils ont un logement plus confortable, indéniablement, mais ils n'arrivent pas à se l'approprier. Et même, ils s'en désapproprient. Et là, on trouve pour la première fois, sous la plume du sociologue, anthropologue Paul-Henri Chambardolo, l'expression de désappropriation. Donc, vous voyez, ce matin, on a parlé, c'est le titre, appropriation, réappropriation. Il faudrait rajouter désappropriation parce que ça ne marche pas toujours dans le bon sens, évidemment. Alors, pour la philosophie, et je pense ici tout particulièrement à Martin Heidegger, approprier ne consiste pas à faire qu'une chose devienne nôtre, mais amener quelque chose à être ce qu'elle est. J'ai malheureusement pas le temps, puisqu'il me reste un quart d'heure pour disserter sur cette phrase. Je la redis parce que je la trouve fondamentale. Approprier ne consiste pas à faire que quelque chose devienne nôtre, mais amener quelque chose à être ce qu'elle est. C'est une posture absolument fondamentale qui, moi, me plaît beaucoup. Le traducteur en français de Acheminement vers la parole, Acheminement vers la parole est un livre peu connu de Martin Heidegger. Il est extraordinaire. Il est un des plus faciles à lire, je dis ça pour ceux qui ne sont pas de formation philosophique. Et puis Heidegger est assez abscon bien souvent. Là, il explique, parce qu'il y a 2 dialogues avec des étudiants japonais, il explique ce qu'il entendait par la langue comme l'habitat de l'être. Donc, vous voyez, c'est très important. On a parlé d'habiter ce matin. C'est un terme majeur sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Et vous allez voir que je ne pense pas tout à fait comme ce qui a été dit, que l'architecte aide ou participe à l'habiter des gens. Mais je vais y venir. En tous les cas, par cette formulation-là, Heidegger nous invite à penser aussi la langue comme étant la possibilité même d'habiter la Terre. Donc je crois, moi, de plus en plus que je travaille sur ce thème, qu'on n'habite pas un lieu, on habite avant tout sa langue.
Et je l'ai constaté en enquêtant sur la jungle de Calais. J'y reviendrai s'il y a des questions, évidemment, tout à l'heure. Donc, François Fédier, qui est le traducteur de l'acheminement vers la parole, reconnaît la difficulté à traduire le mot propriété en allemand par ce que l'on a. De même, pour lui, Erainis n'est pas seulement une appropriation, mais un appropriement. Il reprend un vieux terme français qui a disparu, appropriement, qui dérive du vieux verbe français qui n'est plus du tout utilisé, proprier, qui signifie offrir ce qui est approprié, c'est-à-dire offrir ce qui est le plus propre à vous satisfaire, pour le dire autrement. Vous voyez, donc là aussi, il y a des termes comme ça qu'il nous faut parfois revisiter. On a dit ce matin, dans pratiquement tous les exposés d'introduction, il y a eu le mot accueillir, le mot recevoir, le mot hospitalité, une ville accueillante, etc. Il y a une vingtaine d'années, j'avais écrit un article sur l'accueillance. C'est-à-dire que je ressortais ce vieux terme moyenâgeux qui est très beau, accueillance, qui est plus que l'hospitalité, qui est à la fois la possibilité d'accueillir quelqu'un, mais en même temps le processus de cette manière de l'accueillir. Donc, vous voyez, c'est pareil que quand j'ai réfléchi longtemps sur les notions d'espace public, pour le livre que j'ai écrit qui porte ce titre, et je me suis aperçu que dans la plupart des langues, public n'est pas le contraire de privé, comme dans notre langue à nous, dont on est très dualiste. On fonctionne par couple comme ça, nature, culture, homme, femme, etc. Public, privé. Et on définit l'un par rapport à l'autre. Or, en fait, si je fais l'étymologie du mot privé en français, j'aboutis à privance, qui est un très beau terme qu'on n'utilise plus du tout, qui signifie douceur. Donc on voit bien que ce qui est privé relève plus d'un comportement que d'une réalité juridique. On en est à peu près pour la même chose pour l'appropriation, je vais y revenir. Alors, je préfère évidemment cette idée philosophique à celle des sociologues. Pourquoi? Parce qu'elle montre mieux comment notre relation à un lieu est constitutive de notre personnalité, que ce que l'on s'approprie ne se limite pas à ce qu'on possède, et qu'il nous faut ménager, c'est un mot que j'utilise depuis 1990, pendant longtemps sans succès, maintenant ça commence à prendre indépendamment de moi du reste, mais j'en suis content, parce que ménager, c'est un verbe qui dérive d'un vieux verbe français qu'on n'utilise plus, que le verbe manoir. On n'a plus maintenant que le nom de l'équivalent d'une demeure qu'on appelle un manoir, mais c'était un verbe qui voulait simplement dire demeurer en un lieu qu'on était en train, par notre propre action, de rendre habitable. Et donc, ménager, c'est l'équivalent de prendre soin. Alors, ça redémarre aujourd'hui via l'introduction du mot anglais care dans notre culture à nous. Mais c'est pour vous dire qu'il y a toute une préhistoire, j'allais dire, des mots. Et pour moi, c'est évidemment très important de toujours établir la géohistoire d'un terme. Comment un terme surgit-il? Comment il circule? Qui l'introduit ici? Qui le refuse là? Et puis, en quoi il s'impose et de quelle manière? Et donc, pour appropriation, on va voir évidemment que c'est en train de changer, et c'est une bonne chose. En tous les cas, ménager, ça veut dire rendre habitable, et rendre habitable n'a rien à voir avec le verbe habiter. L'habitabilité d'un lieu a à voir avec l'habitat. L'habitat est un terme de la botanique qui apparaît en français au début du XIXe siècle et que les sciences humaines et sociales vont intégrer à leur vocabulaire à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Comme ils vont lui emprunter le terme individu, le terme société, le terme migration, le terme territoire. Tous ces termes sont de la botanique et de la zoologie. Et pour nous, aujourd'hui, on pense que c'est tous des mots des sciences humaines et sociales. Donc c'est très important parce que du coup, ça a été dit tout à l'heure et je suis ravi de ça, c'est qu'on ne peut plus penser l'humain sans penser le non-humain dans ce qu'on appelle comme ça d'un mot générique, le vivant. Eh bien, c'est parce que le vivant a un habitat, c'est-à-dire un lieu pour sa production et sa reproduction, que les humains qui sont aussi des êtres vivants ont besoin également d'un habitat. Donc l'habitat, vous voyez, renvoie à un lieu propice à votre propre déploiement et évidemment, il réclame une habitabilité, c'est-à-dire un aménagement. Ça n'a rien à voir avec le fait d'habiter, vous voyez, alors qu'on pourrait croire que habiter, habitat, ça marche la main dans la main. Donc, l'appropriation est un processus et non pas un état,
une transformation et non pas un fait, une situation, un enrichissement réciproque et non pas une simple adaptation de l'un eu égard de l'autre. Bon, je saute tout ça parce que je vois que le temps passe et je veux quand même arriver au cœur de mon exposé qui est sur l'architecture dans quelques minutes. Alors, je concluais cette première partie étymologique en expliquant à quel point le sens des mots venait justifier cette espèce de réflexion de Mircea Eliade, qui est un spécialiste des mythologies comparées, qui écrit « On ne peut s'installer dans le monde qu'en assumant la responsabilité de le créer ». C'est un point très très important, ça, évidemment. Oui, parce que le monde n'est pas donné. Il résulte. Il résulte de quoi? De nos peurs, de nos rêves, de nos désirs, de nos possibilités, de nos moyens, mais aussi de nos fins, de nos activités et de nos incertitudes. Et ce terme de Mircea Eliade m'évoque tout de suite un mot magnifique qu'on trouve chez Bachelard dans la poétique de l'espace. La maison natale est plus qu'un corps de logis. La maison natale est plus qu'un corps de logis, c'est un corps de songe. Vous voyez, ça c'est très important parce que ça veut dire que ce n'est pas devenir propriétaire de nombre de mètres carrés qui est important. C'est de devenir le complice de tout ce que le lieu dans lequel vous allez vivre possède comme songe, comme déclencheur de rêverie. Il y a donc une dimension fondamentalement subjective dans le fait de s'approprier quelque chose. Et d'une certaine manière, ils nous expliquent, ces deux auteurs-là nous expliquent à quel point il nous faut cosmosiser. C'est un verbe difficile, hein. Il nous faut cosmosiser. C'est-à-dire qu'il nous faut prendre conscience toujours que l'être humain a partie liée avec la Terre et à toute sa symbolique, que bien souvent on va gommer parce qu'on en a une approche purement utilitariste. Donc je saute tout ça, j'en arrive juste, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'allais dire, à une conférence de 1984 que la Royal Institute of British Architects a demandé pour ses 150 ans à Ivan Illich de prononcer. Cette conférence s'appelle L'art d'habiter. Vous la retrouverez sur le site de la revue Topophile. Je fais une petite pub pour cette excellente revue animée par un de mes fils, Martin, et avec ses amis. Et donc, vous verrez, ce texte est splendide. Lisez-le, il fait 15 pages. Vous allez voir, je vais vous donner 2 citations, vous allez voir à quel point il est important. L'art d'habiter, nous écrit Ivan Illich, est une activité qui dépasse la portée de l'architecte, non seulement parce que c'est un art populaire, non seulement parce qu'il progresse par vagues, qui échappe au contrôle de l'architecte, non seulement parce que sa délicate complexité le situe hors de l'horizon des simples biologistes et analystes des systèmes, mais plus que tout, parce qu'il n'existe pas 2 communautés faisant leur habitat de la même façon. Habitude et habitat ont partie liée. Plus loin, il considère que le logé, il l'appelle le logé a perdu énormément de son pouvoir d'habiter. La nécessité dans laquelle il se trouve de dormir sous un toit a pris la forme d'un besoin défini culturellement. Pour lui, la liberté d'habiter a plus de sens. Ce qu'il lui faut, c'est le droit d'exiger un certain nombre de mètres carrés dans l'espace construit. Il apprécie ce droit et s'en prévaut. L'art de vivre lui est confisqué. Il n'a nul besoin de l'art d'habiter, mais seulement d'un appartement. De même, il n'a nul besoin de l'art de souffrir, car il compte sur l'assistance médicale. Il n'a probablement jamais songé à l'art de mourir. Le logé se contente d'un garage. Aussi, ne revendique-t-il pas le fait d'habiter? Pour autant qu'habiter, c'est la phrase la plus importante de Illich, pour autant habiter, c'était demeurer dans ses propres traces, laisser la vie quotidienne écrire les réseaux et les articulations de sa biographie dans le paysage. C'est ça, vous voyez, habiter. C'est une très belle phrase, par ailleurs. Bon. Donc, je saute tout ça pour en arriver maintenant aux architectes, quand même. On avait prévu des images, mais on ne les passe pas parce que ce n'était pas bien ajusté avec mes propos. Alors, je vais commencer par des exemples que vous connaissez mieux que moi, j'imagine, d'architectes qui construisent des bâtiments, pensant bien faire, ils sont tout à fait bienveillants, ils font le mieux possible, et puis finalement les habitants ne vont pas du tout se les approprier, ils vont les transformer totalement. Alors, je prends 2 exemples dans ce cas-là. La cité Frugès à Pessac, bon, vous connaissez tous Le Corbusier, qui dessine 51 maisons selon 7 plans types à partir de 1924, elles seront toutes modifiées par leurs habitants.
les habitants, tenez-vous bien, du rigolarium. La rumeur locale appelle ça le rigolarium. La maison du Fada à Marseille et à Pessac, on rigole, donc c'est le rigolarium. Tous les habitants vont fermer les patios, vont poser un toit à double pente sur le toit à terrasse, vont ajouter des appentis, vont supprimer les couleurs vives. Bref, tout ce qui était la marque de l'architecture moderne disparaît derrière des pavillons loucheurs, d'une certaine manière. Bon, mais est-ce pour autant un échec ? Pour Le Corbusier, j'en sais rien comment il l'a vécu, mais pour les habitants, c'est indéniablement une manière de s'approprier quelque chose. Alors je donne un autre exemple, aussi cinglant pour l'architecte, qui par ailleurs m'est beaucoup plus sympathique que Le Corbusier, c'est Hassan Fathy. Hassan Fathy construit des maisons dans le nouveau village de Gourna, à côté de Luxor, destinées à des pilleurs de tombes. Il fait des bâtiments en terre magnifiques. Il réhabilite la voûte nubienne qu'on avait perdue dans les savoir-faire locaux. Et puis, il s'aperçoit que les habitants qui, à peine arrivés, vont prélever toute la tuyauterie, toutes les sanitaires, vont les vendre au marché, ils vont même pas habiter là, ou quand ils y logent, ils vont fermer les ouvertures et puis en ouvrir d'autres. Et donc tout d'un coup, évidemment, on s'aperçoit que l'auteur de Construire avec le peuple, c'est le titre du livre d'Hassan Fathy, publié en 1969, eh bien, il a plutôt construit pour un peuple imaginaire, le mieux qu'il a pu, et ce peuple imaginaire, eh bien, évidemment, n'a pas voulu de ces habitations. Alors ce n'est pas le cas, là je vais prendre maintenant des exemples entre guillemets positifs qu'il faut suivre. Je vais en prendre 3 ou 4 pour aller très vite. D'abord, l'architecte anarchiste italien que j'ai beaucoup aimé, Giancarlo De Carlo, je pense que ça vous dit quelque chose. Donc j'ai eu la chance de l'interviewer plusieurs fois chez lui à Milan. Et il réalise pour une entreprise de métallurgie à Terni en Italie un ensemble de logements sur la base de la participation. Bref, se souvient-il, là je le cite, « La participation a été lente à démarrer, mais elle a été particulièrement enrichissante. Je critiquais les propositions empruntées à tel ou tel feuilleton télévisé. Les participants exigeaient tel ou tel aménagement particulier et en concertation, nous avons conçu cet ensemble de logements. Le premier accord a concerné la taille des maisons, pas plus de 3 étages, des appartements ouvrant sur de vastes terrasses, ayant tous un accès à un jardin privatif. Ce dernier point a été techniquement difficile à réaliser. Le principe du jardin suspendu n'étant pas simple. Ce qui explique qu'aucune maison ne soit semblable, car j'ai dû les combiner de manière à orienter les logis pour éviter les vis-à-vis, pour les ouvrir sur le jardinet. J'ai beaucoup appris, dit-il, en écoutant les doléances des habitants. Je me souviens avec émotion de cette femme qui m'a expliqué l'importance de la fenêtre. Le même Giancarlo De Carlo m'avouant qu'il n'avait pas assez pris en considération, vous allez voir le rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas assez pris en considération le rapport au monde de chacun d'entre nous, à la Terre, au cosmos. Et je pense qu'il ne connaissait pas le verbe cosmosiser, évidemment. Mais à l'époque, moi non plus, donc je ne lui ai pas posé la question. Oui, tout humain, je l'ai dit, cosmosise, et ça c'était fondamental. Mais sur la fenêtre, je donne 2 petits exemples qui sont importants. Le premier, c'est Frank Lloyd Wright. Pour ces maisons usoniennes, la fenêtre est toujours une ouverture vers un paysage. Elle cadre un paysage, à la hauteur d'un habitant qui est assis dans son fauteuil. Donc ce n'est pas une fenêtre standardisée, mise comme ça parce qu'on les met toutes. Dans Silence et Lumière, Louis Kahn raconte l'histoire d'un étudiant qui affiche son rendu, ça c'est banal, donc c'est une façade, et puis toutes les fenêtres sont au garde à vous, régulièrement inscrites sur la façade. Et Louis Kahn lui pose cette question, lui dit « C'est curieux ce que vous avez fait là, est-ce que vous avez eu l'idée de demander au mur s'il réclamait une ouverture ?» Je ne sais pas la réaction de l'étudiant. Mais j'avais trouvé cette anecdote très riche, parce que ça allait avec une autre définition que Louis Kahn donne de l'architecture. Il dit l'architecture, le travail de l'architecte est une offrande à l'architecture. Alors c'est un point essentiel, je pense qu'on va en discuter. Il me reste 10 minutes, mettons. Je reprends 2-3 minutes de plus. Lucien Crawl, que vous connaissez tous, m'a expliqué que la participation consistait à expliciter ce que les habitants n'arrivaient pas à formuler. C'est ça la participation, c'est expliciter ce que les habitants n'arrivent pas à formuler. Ni eux ni lui, l'architecte, ne savent participer. Cela ne s'apprend pas.
ni dans une école d'architecture, ni dans un cours de communication. Il faut savoir perdre son temps lors de soirées où la parole tarde à circuler. Puis, petit à petit, des choses inaudibles se font entendre et l'architecte attentif et non directif s'en imprègne. Ainsi, à Auxerre, il réalise 100 maisons différentes pour 100 familles différentes, dans le quartier des Brichères avec Serge Renaudy. Chaque famille voulant, par exemple, une porte particulière, il est contraint d'installer un chantier de fabrication de menuiserie et de non pas acheter les 100 portes chez Point P ou chez La Paire ou je ne sais pas où. Donc il les fabrique et toutes sont différentes. Et le résultat des cours, c'est que le budget porte est inférieur au budget qui avait été programmé. Et donc je pense que là, évidemment, c'est la marque d'une appropriation qui est renforcée par le fait que quand un des parents meurt, quand les parents disparaissent, eh bien les enfants se chamaillent pour savoir qui va obtenir la maison. C'est assez rare. Hein. Là, vous savez, le taux de vacances des bâtiments est un signe d'une bonne ou pas appropriation. Alors, cette appropriation, Patrick Bouchain va la réaliser à Boulogne-sur-Mer, dans le quartier Chemin Vert, avec une jeune diplômée en architecture, Sophie Ricard, qui loge sur place et qui montre, pour démontrer, qu'il est possible de réhabiliter chacune des 60 maisons bâties en 1972 sans expulser quiconque. Des architectes, je ne donnerai pas leur nom évidemment, avaient dit qu'il faut tout détruire, c'est de l'habitat insalubre, pauvre, et puis on va faire une barre, coquette, tout ira bien. Patrick Bouchain, lui, loue une maison au 5 rue d'Auguste Delacroix, il loge l'architecte qui la retape tout en parlant aux voisins. Sa permanence architecturale, c'est là où l'expression apparaît avec force, dure 2 ans, les habitants n'en reviennent pas. Ce sont eux qui décident ce qu'ils veulent comme revêtement, équipement, amélioration, le tout pour moins cher que n'importe quelle nouvelle construction, et fait par des artisans locaux, ça a été dit ce matin, dont la plupart sont des parents de ceux qui résident à cet endroit-là. Sophie Ricard n'a pas obtenu son HMO, le jury ne considérant pas que son travail était de l'architecture. C'était il y a 10 ans. Je ne donnerai pas les noms des membres du jury. Il faut être sympa quand même. Non, c'est pour vous dire que là, tout à l'heure, on fait croire que c'est acquis, mais ce n'est pas du tout acquis. Bien sûr, ça... Bon, mais ça avance, voilà. Mais bon. Alors, pour qu'une architecture facilite l'appropriation, elle doit répondre, pour moi, au cas par cas, au sur-mesure et avec les habitants et le vivant. Elle doit s'émanciper des normes et autres règlements contraignants qui n'assurent en rien une plus grande habitabilité. Elle doit faciliter toute modification dans le temps en acceptant la réversibilité et la mutabilité qu'elle anticipe. Elle accompagne l'émancipation des habitants et non leur normalisation selon des conditions de vie dictées par la société consumériste. Lorsque les occupants contrôlent les décisions importantes et ont licence d'apporter leur contribution à la conception, écrit John Turner, la construction ou l'administration de leur habitat, tant ce processus que l'environnement qui en résulte simultanément, le bien-être individuel et social s'améliore. Ouais, donc c'est un point très important pour nous. C'est des enquêtes qu'il a menées au Pérou et puis au Mexique dans les années 70. Mais là, je l'avoue, il ne faut pas idéaliser l'habitant constructeur, pas plus que l'habitant paysagiste jadis étudié par Bernard Lassus, mais de reconnaître que plus on est soucieux de l'habitant, plus celui-ci exprime son habitabilité et son savoir-vivre, trop souvent méprisé. Un bâtiment, de nombreux exemples en témoignent, et il n'est pas du tout, et ça a été dit ce matin, et je suis tout à fait d'accord avec ça, il n'est pas du tout nécessaire, systématiquement, de démolir. L'appropriation se combine très bien au vernaculaire, ce qui n'est pas le cas du béton armé, comme vous le savez, dont une tonne produite génère une tonne de CO2. L'appropriation accompagne l'écologisation de l'acte de bâtir, acte qui ne concerne pas exclusivement le neuf. Là, je quitte un instant. Non, je ne vais pas quitter un instant, je n'ai pas le temps, sauf si on me fait signe. Non, d'accord. Donc, on m'a fait, alors donc je parlais du quartier, de la ville, du paysage, comment on se l'approprie, etc. Je saute tout ça en insistant sur la disproportion, le surdimensionnement. Bon, alors je vais quand même le faire. Merci. Bon.
Alors, comment les habitants vont s'approprier la ville, le paysage, etc. Voilà. Pour qu'ils puissent le faire, le bâtiment, le quartier, la ville, le paysage doivent chacun être à la bonne échelle, à la juste taille, et surtout non homogénéisés, comme c'est le cas dans les villes standardisées planétaires. Refuser la disproportion, le surdimensionnement, la grossitude, qui me paraît être un sage principe. D'où le refus des gratte-ciel, qui par ailleurs sont énergivores et surtout inurbains. Les bars, bien sûr, qui de nos jours réaliseraient un immeuble d'1 kilomètre de long, comme le Lignon à Vernier près de Genève, ou le Corviale près de Rome, dessiné par Mario Fiorentino en 1975. Les gigantesques centres commerciaux qui décentrent, là c'est un point, c'est une thèse que je développe, donc je la présente en une formule, afin d'avoir votre réaction. Je pense que les centres commerciaux périphérisent l'ancien centre urbain qui deviennent au nom d'un nouveau centre qui est celui de la périphérie. Enfin, vous avez compris. Donc c'est ça qu'il nous faut évidemment essayer de contrecarrer. Bon, je parlais de Jan Gehl, mais je vais avancer plus vite, qui évoquait, vous savez, Jan Gehl, la ville à taille humaine, la ville à 100 à l'heure, c'est Dubaï, et la ville à 5 km/h, c'est Venise, évidemment, c'est celle qu'il préfère, etc., et qui repose toute l'édification d'un quartier à partir du corps humain et des 5 sens, qui sont 6, comme on sait par les neurophysiologues. Il y a les 5 sens que vous connaissez, plus le mouvement. Bon, donc tout ça est très très important. Je faisais un petit chapitre sur un homme que j'aime beaucoup, qui est Ebenezer Howard, parce que je pense qu'il nous faut revisiter la Cité-Jardin très attentivement. Du reste, l'ancien maire Philippe Ross a publié un manifeste pour la Cité-Jardin du XXIe siècle, que j'ai en PDF en anglais, si vous voulez, je pourrais vous le faire circuler. Alors revenons, là je conclue, hein, revenons à l'architecture pour conclure cet exposé. S'approprier son logement, par exemple, n'est pas en devenir le maître et possesseur, c'est établir une relation entre lui et soi, au point où l'on pourrait s'y identifier. Mais ce faisant, l'on peut aussi imposer à son logement, non, excusez-moi, je reprends ma formule, mais ce faisant, l'on peut aussi s'imposer à son logement un point où celui-ci perce ce qui lui est propre ou bien le transformer en un logement standard moyen. En effet, nous ne sommes pas indifférents aux images que véhicule la publicité qui nous exproprie de nous-mêmes. On ne s'appartient plus, on veille à ressembler à ce que le capitalisme cherche à faire de nous. Or, maintenir et cultiver son individualité, c'est-à-dire sa singularité, récuse le clonage imposé par le consumérisme généralisé et l'acceptation moutonnière de n'être plus qu'individu et non pas un individu. Là, je prends ce concept philosophique de dividu à Gunther Anders, dans le grand livre, hein, l'obsolescence de l'homme. Livre très difficile, je le signale, pour qu'il n'y ait pas de réclamation après, parce que j'en ai reçu une fois, on m'a dit « vous pouvez me le rembourser », j'ai rien compris. Donc je vous précise que c'est un livre difficile, mais excessivement riche. Hein, l'obsolescence de l'homme. C'est la traduction adaptée en français, parce que la traduction allemande ne veut pas tout à fait dire ça. Alors, c'est-à-dire qu'il nous faut valoriser le vernaculaire, d'une autre manière, c'est-à-dire tout ce qui est hors marché. Comme l'écrit Ivan Illich, chaque être devient un parleur vernaculaire et un constructeur vernaculaire en grandissant, en passant d'une initiation à l'autre par un cheminement qui en fait un habitant masculin ou féminin. Par conséquent, l'espace cartésien tridimensionnel homogène dans lequel bâtit l'architecte et l'espace vernaculaire que l'art d'habiter fait naître constituent des classes différentes d'espace. Les architectes ne peuvent en rien faire d'autre que construire, alors que les habitants, eux, demeurent. C'est un peu différent, évidemment. C'est en faisant, alors ça j'en arrive à ma conclusion, c'est en faisant qu'on éprouve, en éprouvant qu'on ressent cette complicité muette entre son corps et ses autres qui constitue aussi ma demeure et dont je ne cherche pas à cannibaliser en les faisant miens, mais au contraire à exalter leurs différences, sachant que cette altérité indéchiffrable est la garantie de ma propre étrangeté. Ça, pour moi, c'est un point très important. Il nous faut cultiver ce qu'on ne comprend pas de l'autre, parce que son étrangeté est précisément la garantie de mes propres différences. Alors,
En tant qu'éditeur de la revue Urbanisme pendant très longtemps et producteur de la première émission radiophonique sur l'architecture en 1996, qui s'appelait Permis de construire sur France Culture, j'ai été appelé à plusieurs reprises à répondre à la question piège, pour vous, philosophes, mais qui écrivez sur la vie, l'architecture, tout ça, c'est quoi l'architecture? Alors après bien des lectures de philosophes, bien sûr, mais surtout d'architectes, j'en suis venu à cette formulation. L'architecture est l'attente d'une présence. Elle ménage, du verbe ménager, prendre soin des lieux pour accueillir les habitants humains et non humains qui, ensemble, assureront son entretien et sa pérennité. L'architecture n'est ni un décor ni un cadre, elle attend qu'on vienne à elle et l'emplisse d'une présence. Le mot présence, chez Heidegger, signifie le sens de être, ou ousia en grec. Ce domaine dont la possession est propre à faire la richesse de son possesseur. Présent signifie le fait d'être là, d'accord. Mais le mot acquiert très vite une autre force qui est son intensité. Par sa seule présence, on parle de ça, des gens disent il y a une sacrée présence, ou elle a une sacrée présence. Par sa seule présence intense, une personne rayonne de toutes ses qualités et déclenche chez les autres le même épanouissement, complémentaire mais pas rival. En français, là nous avons cette chance-là, le mot présent est aussi un cadeau. Un don. L'architecture, comme attente d'une présence, entre ainsi dans le cycle à 3 temps élaboré par Marcel Mauss, du don, donner, recevoir, rendre. Dans sa simplicité même, qui n'exclut aucune générosité, tel un foisonnement d'intentions joyeuses et gratuites, l'architecture donne à celle et celui qu'elle reçoit le cadeau de se loger en s'appropriant non seulement un lieu ou être, mais aussi soi-même, un soi-même tissé de tous les possibles. Alors, l'architecture, un très beau métier. Merci.